Alors, qui suis-je? Je m'appelle Claudine Gaujean, ex-épouse Louis, parce que j'ai plutôt été connue publiquement pendant 20 ans sous ce nom-là. Je suis née en 1956 et 28 mars, date d'un massacre en Côte d'Ivoire, ce qui expliquera certaines choses. Et je suis mère de 2 enfants qui travaillent chacun, qui ont 20 ans, 23 ans et 28 ans. La prunelle de mes yeux, comme toute mère, je crois, même en Afrique où nous nous trouvons. Et j'ai grandi dans un milieu familial modeste. Je suis petite fille de mineur. J'ai vécu en Bretagne, dans la presqu'île de Crozon, Lanvéoc-Poulmic, Camaret-sur-Mer. Il se trouve là où, depuis les années 65, sont venus s'installer sous-marins nucléaires et hélicoptères, etc., etc. Et là où sont montés souvent les plans pour aller malheureusement en guerre contre l'Afrique, ce que j'ignorais complètement. Je suis chrétienne, mais communiste. J'ai été journaliste d'ailleurs au pays de Jaurès, momentanément à Carmaux, pays minier. J'ai toujours fait de l'humanitaire, croyant que l'humanitaire était utile, puisque mon parrain est le bras droit de l'abbé Pierre, enfin il vient de terminer maintenant, mais donc j'ai toujours grandi là-dedans. Mais donc j'avais des liens avec la Côte d'Ivoire notamment, parce que à l'intérieur de l'église adventiste où j'avais des fonctions nationales ou importantes, je m'occupais de liberté religieuse et autres, et qu'au moment du Rwanda, j'ai reçu ensuite Emilienne Razamoeli, la responsable de la division africaine chez moi. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai toujours écrit, que j'ai beaucoup connu Glenmore, qui était notre barde, votre griot, qui chantait contre les princes de ce monde, que j'ai grandi dans une Bretagne qui était, je crains de le dire, au même stade que l'Afrique aujourd'hui. On était l'Afrique de la France, c'est-à-dire on n'avait pas les routes, on nous gardait dans des... Voilà, parce que comme on était un peu différents, il fallait que Paris nous garde dans son engeance. Et donc j'ai vécu avec Kofi Nianiam d'ailleurs, qui a été dans le staff de nos professeurs au lycée Jean Moulin à Châtelain. Si vous voulez, j'ai vu qu'avec le syndicalisme paysan, etc. et tout, l'identité bretonne de notre région a complètement changé, au point qu'on a des conseils régionaux, qu'on a tout ça, qui fait qu'aujourd'hui on a plein de routes, on a plein de... Je veux dire, ce que je peux dire, c'est que si l'Afrique n'était pas tenue au CFA et à tant d'autres choses, si elle arrivait à se relever comme nous, on l'a fait en Bretagne à un moment pour dire ça suffit, alors à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de plus de 10 ans, 15 ans pour voir passer, comme chez nous, la ferme d'1 hectare avec son tas de fumier à devenir une économie de pointe qui compte pour l'Europe ou pour la France par exemple. C'est ce qui s'est passé chez nous. J'ai toujours été intéressée au relèvement de l'Afrique. D'abord, étant née à Camaret-sur-Mer, nous avions les pères blancs qui venaient tous les étés nous raconter qu'il fallait aider l'Afrique, donc on faisait ce qu'on pouvait. Ils repartaient avec ce qu'on avait sur Douala, sur Abidjan, etc. Et puis, parce que les bateaux de Camaret-sur-Mer étaient des Mauritaniens, ils partaient toujours en mer, donc on avait cette culture. Et en même temps, après avec Kofi Nianiam, donc j'ai laissé mes études littéraires puis de théologie pour faire un BTS production végétale de façon à partir en Afrique au Togo. Et puis je me suis mariée, ça s'est pas fait. Donc j'ai plutôt travaillé sur les multinationales et le problème de l'eau. Vous appelleriez ça aujourd'hui le groupe Monsanto, en termes généraux, c'est-à-dire les accords Nord-Sud et l'application pratique en Bretagne d'une culture intensive qui va servir toute l'Europe avec des porcs et avec des poulets, dont notamment le président Gbagbo ne voulait plus, au point qu'il a limité à 4% les importations. Quand j'étais mariée, j'ai fait des petits voyages pas chers au Kenya, je m'excuse de dire pas cher, mais c'était vrai, en Tunisie ou ailleurs, 8 jours comme tout le monde. On ne fait pas attention à ce qu'on voit autour, on a juste besoin de soleil, le français ne cherche pas autre chose que le soleil en plein hiver. Et puis... Quand même, quand j'ai repris mon boulot de journaliste, que j'ai été au centre de perfectionnement des journalistes avec Annick Cogent, avec Pierre Assouline, tout ça, mes yeux se sont un peu rouverts. Une fois que vous avez élevé vos enfants, vous reprenez, vous avez un peu plus de temps. Il se trouve que je recevais des chrétiens responsables en Afrique d'église, et que quand le drame de la Côte d'Ivoire est arrivé, alors que moi je sortais de 8 ans
de paralysie physique suite à malheureusement violence conjugale, qui était le travail sur lequel je faisais de la part d'un homme qui était dans une secte. Donc je travaillais sur les sectes, je travaillais sur la vulnérabilité, cette notion-là. Et ça m'a amené directement à la Côte d'Ivoire, non pas que je l'ai choisi, mais que quand la guerre a éclaté, j'ai eu si peur pour Emilienne Razamoeli que tout de suite j'ai pris mon téléphone, je ne l'ai pas trouvé. Après, on va dire 2 ans d'enquête, et c'est là-dessus que j'aimerais revenir ensuite, parce que du coup je suis partie enquêter bénévolement, parce que Isidore le 28 mars s'est mis à hurler dans mon téléphone alors qu'il me souhaitait mon anniversaire, ce prêtre. Claudine, vous n'avez rien fait, mais à hurler, un homme de 40 ans, jamais de ma vie j'ai entendu ça. Il venait de recevoir la photo de ses 2 frères prêtres égorgés, donc j'aurais pu traiter ça comme un problème d'ONG. Haïti, après tout, c'était qu'un problème d'ONG pour le petit français. Mais là, j'ai tissé un réseau Facebook parce qu'après tout, il rappelait la journaliste à son travail et il avait raison, c'est une vocation. Donc aujourd'hui, pour répondre à votre question, je pense que c'est un réseau mafieux, extrêmement élaboré, qui doit avoir un pignon central que je n'ai pas encore trouvé, puisque les voyages de Ouattara, pour le moment, on a peu de connexions en Afrique, donc j'arrive pas à bien voir Soro, Singapour, oui, mais il y a en tout cas comme un espèce d'ordre mondial, tant décrié par les Français, qui parlaient de mysticisme et tout. Et il y a, soit Rothschild ou autre, il y a en tout cas, si vous voulez, un réseau véritablement mondial est français. Je dis mondial, tout est parti quand même, la création de la dette et tout, depuis Pompidou, est parti de la France. Le FMI, c'est la France. Je pense que la France est non seulement responsable, mais qu'elle est coupable. Et que, puisque je sais maintenant qui a été faire le coup d'État, le premier coup d'État à la République centrafricaine, Bokassa, ce que j'ai appris dans le même temps de ce 28 mars, là, du coup tout est sorti, puisque j'habite au cœur du système. Quand on m'a dit qui c'est, j'ai pas envie de le nommer, il est décédé, je suis pas allée à son enterrement, c'était un homme qui m'offrait pourtant de la poésie, un ancien militaire, mais qui n'en revenait pas, qui n'avalait pas ce qu'il avait fait à Bokassa. Et donc je sais que la France est au cœur, je sais un peu comment maintenant, un peu beaucoup même. Et c'est une horreur, je dis même que les tortures, je dis même que tout ce que Sarkozy a pu faire. Il avait les listes, quelqu'un qui vous déclare à TF1, j'ai les listes avec le sourire. C'est quelqu'un qui a forcément les... En plus c'est facile en Côte d'Ivoire, c'est comme tout parti politique, tous les fronts populaires, la large majorité présidentielle qui correspond au front de gauche majoritaire en France, là, où on est un peu tous ensemble autour comme des activistes contre ces partis bourgeois là, qui sont là pour nous déplumer tous les uns après les autres. Il avait les listes, il a les commandes des sous-marins nucléaires, il enfile les clés le 7 juillet 2011 à qui? Au privé, en créant une association à 100 000 € à 3 km de chez moi. Il fait semblant de venir pour les paysans, pour assurer tout le monde. Non, ces gens-là ont un plan réel. Pour qui ils bossent? Alors là, ne me dites pas que c'est pour le Qatar, je ne sais pas. J'en suis pas là. Enfin, qu'est-ce qu'il fait Guillaume Soro à Singapour? Qu'est-ce que, si vous voulez, partant de là, là, il faudrait des gens. Mediapart n'est pas assez aidé. Il faudrait vraiment que tous les journalistes se mettent au boulot. C'est pas une personne qui peut le faire. Moi, tout ce dont je peux témoigner, c'est de ce que j'ai vu. Le reste, c'est de l'opinion. Nicolas Sarkozy semble, en tout cas c'était publié le 22 mai dans le journal Le Marin, qui est un journal spécialisé pour les militaires, les commerciaux, etc., que vous ne voyez pas régulièrement, hein, mais nous on l'a toutes les semaines dans notre kiosque. J'ai eu la surprise de voir, de le lire et de voir qu'on venait d'élargir nos eaux territoriales, ce qui me semble impensable, sauf qu'il y a eu Deauville avec le G8 et que pour ça il fallait l'accord des États-Unis. Pourquoi ? Parce que c'est la France et les États-Unis qui ont la gestion des eaux internationales et territoriales. Et ça, les altermondialistes parlent beaucoup de ça aussi, parce que même pour tout ce qui est question d'empoisonnement, etc., de faire en sorte que, par exemple, sur vos eaux territoriales, il n'y ait plus de poissons. C'est pas très compliqué à réaliser. Or, quand on sait qu'en Afrique, on mange essentiellement du poisson, que c'est une base hyper importante. Vous savez, pour tuer les gens, on a plein de systèmes, hein. Les médicaments, les faux médicaments, les maladies et priver les gens d'alimentation. Ça, je vous assure, bon, ça c'est une vision altermondialiste, mais que je peux étayer, qui est réelle. Mais par contre, pour ce que j'ai vu en Côte d'Ivoire, je ne peux pas dire avoir vu ça, mais je dis que si, ils ont dit on a étendu les eaux territoriales,
Et donc maintenant, on va aller légaliser à Paris. Dans le bureau, quoi. Ce qui veut dire que probablement que c'est obligé qu'il en ait parlé à Obama, hein, je vois pas comment. Alors que la Russie et la Chine réclament maintenant aussi de pouvoir contrôler eux aussi la gestion des eaux internationales, donc des eaux territoriales a fortiori. Et je pense que Ouattara a fait, puisque c'est un préfet, pour Sarkozy, son meilleur ami, la même chose. Il a dû changer. Et je dis bien il a dû, là c'est pas une journaliste qui parle, hein. Mais honnêtement, pourquoi il ne l'aurait pas fait? Selon son intérêt, selon ce que le sous-marin nucléaire qui est allé là-bas, c'est pas au pôle qu'il est parti, pour aller au pôle il est passé par l'Afrique. 7 juillet, création de cette association qui permet à notre sous-marin nucléaire, la 4, d'aller pour 100 000 euros, avec un but, une association de 100 000 euros, 1901, tout à fait normal, et qui part, pourquoi aller sonder les eaux au pôle? Jean-Louis Etienne l'a fait, a hébergé tellement de gens déjà, pôle Sud et pôle Nord. On sait très bien que le pétrole n'est pas tellement facile à extraire au pôle Nord et tout. Où est-ce qu'ils vont? Quand on va au pôle, on passe par où? Je sais bien qu'ils prennent les Français pour des cons, mais il ne faut pas exagérer non plus. On passe par l'Afrique. Et là, vous savez, un sous-marin nucléaire, c'est équipé, il fait des échographies sous-marines. Donc, avec le son, ils captent les minéraux. S'ils ont trouvé ce qui leur plaît, pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy a étendu nos eaux territoriales? C'est pas pour le plaisir, hein. C'est qu'il a trouvé pour l'avenir des minéraux, des choses utiles pour nous. Donc il ne veut pas que ce soit en eau internationale, on n'aurait pas le droit de les exploiter. Donc Ouattara a certainement fait la même chose. Alors c'est vrai qu'il y avait une histoire d'échange avec Bakamoko, je ne sais plus comment il s'appelle celui-là, et puis le Ghana, à propos d'un puits de pétrole. Tu me donnes Katinan, non pas Katinan, Kwasi, Katinan je crois, et à ce moment-là je te file un puits de pétrole. Vous voyez, c'est des choses mais tellement simples pour eux. Ces gens-là ne raisonnent pas comme vous. Ah, tout ce que je peux vous en dire quand j'y étais, c'est d'avoir rencontré le greffier d'un des juges, je ne sais plus si c'était en Tanzanie, je crois qu'ils étaient, je sais pas, tous partis pour faire justice, voir qui avait fait quoi là-dedans. Et c'est mascarade totale. D'ailleurs, vous voyez bien, RCA, c'est pareil. Vous voyez bien que dans tous les pays d'Afrique, on vous met toujours des commissions réconciliation. Mais qui veulent dire quoi? Tu veux te réconcilier avec le diable? Simone Gbagbo, il n'avait pas tort. Ouattara, c'est le diable. La Cour pénale internationale a été créée peut-être dans un but, comme l'Europe a été créée, peut-être dans un but sentimental intéressant. Je dis sentimental parce que je crois plus à ça qu'à autre chose. Mais je pense réellement que Ocampo, venir voir à Paris un génocidaire comme Ouattara, il le sait lui, il n'est pas bête, hein. C'est très bien qu'il est génocidaire parce que si lui il ne le sait pas, alors comment ça se fait que nous on en a les preuves? Alors comment ces gens-là s'organisent comme ça pour exfiltrer M. Gbagbo de nuit, en chemise-pagne, après 6 mois d'enfermement dans un sous-sol à Korogo, où on ne le sort que pour voir Kofi Annan? Camporé serait venu une fois également, lui demandant de se mettre à genoux devant lui, mais ça je ne suis pas sûre du tout. Mais cette Cour pénale internationale a certainement des bons sentiments, elle a la loi pour elle. Comme elle a la loi pour elle, elle peut faire son travail. Mais après, jusqu'à quel point? Vous savez, c'est comme l'histoire de ces juges, quand ils s'en sont pris à la mafia et qui sont morts. Le juge gentil, croyez-moi, je pense à lui tous les jours. Il faut parler de ce juge qui est contre Sarkozy parce que derrière, il a ouvert une boîte épouvantable de Pandore, quoi. Là, c'est une mafia, à part la musique du parrain, vous ne pouvez rien mettre aujourd'hui. Je n'ai pas assisté au massacre du 28 mars 2011 en Côte d'Ivoire. J'étais chez moi, je fêtais mon anniversaire. Un prêtre qui est nommé à Morlaix, un prêtre ivoirien, est nommé dans une paroisse voisine et m'appelle pour mon anniversaire, puisque on connaît des Ivoiriens, tout ça, on discute, on est en train de blaguer, comme on dit en Bretagne, et à ce moment-là, il se met à hurler dans son téléphone. « Claudine, vous n'avez rien fait !» 40 ans, comme une bête humaine. Il venait de recevoir, lui, la photo par internet de ses 2 frères prêtres, habillés en blanc, que j'ai vu depuis, égorgés devant la mission catholique des Duékoué, où les gens affluaient, puisqu'on rabattait les gens pour mieux les tuer, à différents endroits prévus à l'avance. À partir de là, puisqu'il a dit « Claudine, vous n'avez rien fait », j'ai demandé à un jeune de mon patelin de me faire un Facebook, puisque c'était la seule solution, on m'a dit, pour avoir des vidéos et tout. Je n'ai pas été formé du tout
à ce qui est pourtant aujourd'hui pour tout journaliste, le début d'une enquête, à savoir tisser un maillage Facebook quand il s'agit d'un pays étranger, un peu comme quand on va à la pêche à la ligne, et après le poisson mort. Et c'est ce que j'ai fait. Donc je n'ai pas assisté au massacre, mais il est encore là pour moi. Et je cherche donc depuis 2 ans, ce qui fait que même un esclave de ces monstres est venu me parler. Et c'est comme ça que par recoupement, etc. Et ensuite, quand j'étais sur le terrain, je ne suis pas allée à Duékoué, je n'ai pas pu le faire. Ça n'empêche que je suis à même de vous dire que c'est un plan français. Du 28 mars au 11 avril, on n'a pas dormi. Hein. J'ai tissé ce Facebook et tout de suite j'ai mis Ouattara et Gbagbo. Ouattara avait trop d'amis, il avait un Facebook en plus, heureusement pour moi. Et j'ai mis Gbagbo et là à peu près tous les Ivoiriens, c'était déjà organisé grâce à Blé Goudé depuis, ils avaient ce sens extraordinaire que j'aimerais que les Français aient aujourd'hui, de prendre des pseudos évidemment et de mettre Gbagbo à la fin ou au début, ce qui fait que je faisais des demandes d'amitié. Donc très vite j'ai eu 100 amis, 150 amis comme ça. Et des groupes comme la Résistance Parlée. Ce qui fait qu'avec ces gens-là qui étaient sur le terrain, postés par exemple au terminus 32 à Port-Bouët, j'ai vu arriver avec eux, parce qu'ils m'envoyaient la photo tout de suite, puisque Gbagbo avait mis depuis longtemps une grande antenne internet qui marchait très bien. Donc du coup j'étais avec eux, madame, les mercenaires arrivent, oh je dis les enfants, mais partez. Mais madame, mais on ne peut pas abandonner les barricades, vous vous rendez pas compte, ces gens-là, ils ont les rebelles avec eux, mais ils vont égorger tout le monde. Alors je savais que ces jeunes ne mentaient pas, au sens qu'ils étaient si gentils, si polis, si normaux. Mais en même temps, moi je tombais dans un monde qui n'était pas le mien. Imaginez, je suis française, j'habite au chaud, tranquille. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Les petits, là. Donc tous les Ivoiriens, voyant que Sarkozy avait décidé qu'il n'y aurait pas de recomptage des voix, un gars du Rwanda, un ancien génocidaire, est venu pour ça. Celui qui n'est pas passé aux élections du Kenya était venu pour ça. C'était une vraie coalition contre Gbagbo, ça je vous le dis parce que je le sais depuis. Mais ces petits jeunes-là, c'était simplement des... Bon, comment vous dire, des patriotes, comme on dit, c'est-à-dire des jeunes qui, avec leurs parents et leurs grands-parents, je précise quand même, tous avaient décidé qu'ils ne pouvaient pas laisser la Côte d'Ivoire, non pas simplement pour une affaire d'élection, mais parce que c'était des tueurs, ces monstres, ces rebelles. Plus de 200 000 rebelles qui ont réussi à descendre depuis le Burkina et le Mali, essentiellement le Burkina, avec des soldats sénégalais aussi qu'on a trouvés morts, des soldats français qu'on a trouvés morts, je ne le redirai jamais assez non plus, qui descendent jusqu'à Abidjan. On a Abobo, ils sont à Abobo, ils nous font le coup d'Abobo, tuer 6 femmes de façon à stigmatiser l'opinion internationale. Gbagbo est un monstre, regardez-le, il tue les femmes. On voit quoi à la télévision? On voit des photos en noir et blanc à un moment, des images où on voit des milliers de femmes, elles n'étaient pas des milliers, qui avancent avec des soldats de l'ONU devant. Je dis c'est quoi ce bazar-là, alors que ça ne correspond pas à ce que plus tard je trouverai sur mon Facebook. À ce moment-là je ne l'avais pas. Et on avait très peur, on voyait les viols de guerre, on voyait que Soro avait eu un prix Amnesty International, mais je dis c'est quoi ce pataquès? C'est quoi ce bazar? Ces jeunes-là, peut-être m'ont convaincu plus par leur comportement. Aujourd'hui je suis en deuil parce que on en avait posté à chaque terminus de bus, et moi je n'ai jamais retrouvé mes petits, parce que ils sont morts. Si je suis allée en Côte d'Ivoire, c'est parce que je croyais que Gbagbo était un monstre, c'est-à-dire un illuminé de Dieu. Parce qu'on m'avait, la première vidéo qu'on m'a envoyée, c'est un gars du RDR qui me l'a envoyé, et qui me dit, il est à Nantes, lui il n'a pas de problème de papier, ce qui m'étonne, puisque tout le monde en a, même moi. Et ah oui, la vie a été très facilitée pour tous ces gens du RDR qui venaient en fait pour communiquer en France. Et ce gars-là me met une vidéo où on voit M. Gbagbo, le président Gbagbo, avec Simone Gbagbo, la députée Simone Gbagbo, qui est également son épouse. Ils sont à Blocos, à comment on dit, une messe, enfin, un culte. Et il y a un gars qui chante très bien d'ailleurs, et qui chante David, Goliath, la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que toute la com a été pensée autour de ces simples mots. L'AFP aussi a marché là-dedans, comme ça. David, Goliath, la Côte d'Ivoire. En tant que chrétienne, dans ma Bible, il n'y a pas marqué la Côte d'Ivoire.
je me suis dit, comme je vous ai dit, j'ai travaillé 10 ans sur les sectes, l'art de la manipulation mentale. Je me suis dit que cet homme était un manipulateur de grande envergure, qu'on pouvait arriver à une horreur comme le temple solaire, mais sur le plan de toute la Côte d'Ivoire, quoi, qu'il allait tuer tous ses partisans, quelque chose comme ça. Donc j'ai prévenu un des journalistes, que je ne citerai pas ici, qui est devenu depuis un porte-parole d'Alassane Ouattara, c'est vous dire à quel point il n'est pas que journaliste, c'était un véritable communicant du RDR, qui disait tous les jours sur son Facebook que Gbagbo était Hitler, qu'il était dans son blocos. La résidence n'a rien d'un blocos. Mais M. Gbagbo n'a rien d'un Hitler, bien au contraire. Donc il faut diaboliser pour y arriver. Et donc c'est pour ça que je suis rentré dans ces groupes, comme la Résistance Parlée, etc., en faisant ce Facebook, pour voir leur comportement. Alors quand vous voyez les jeunes qui sont au terminus 32, au terminus un tel et tout, qui nous avertissent que les légionnaires arrivent, et que les mercenaires, les rebelles arrivent derrière. Et quand vous voyez leur gentillesse, madame, bonjour, oh ben on s'excuse, ah, mais non, on ne peut pas laisser les barricades, oh non madame, on ne peut pas faire ça, vous vous rendez compte, ils vont égorger tout le monde. Donc vous allez chercher plus loin. Et vous tombez sur qui? Sur un certain Dominique, qui est devenu mon meilleur ami, qui est un Français, et qui a créé la véritable agence de presse ivoirienne, la VAPI, à ce moment-là. Et donc par là, les blogueurs associés grâce à Théophile Kouamouo, entre autres, ils ont tous tissé un lien entre blogueurs. Et c'est pas du discours politique à ce moment-là. Les images arrivent de Dwekwe. Elles ne sont pas arrivées le 28, les images. Elles arrivent le 30, le 31, le 1er avril. Alors que on est en train de parler le 31. Sarkozy parle pendant 3 heures à Ouattara. Ça, je le vois à la télévision. L'ambassadeur qui dit on vient chercher les Français, après on n'en veut plus. Cette fois-ci, il faut vraiment, vous savez, il faut bombarder la Côte d'Ivoire. Mon Dieu, quand vous entendez ça, que vous avez entendu aussi Sarkozy dire, en pleine Égypte là, il n'y aura pas de recomptage des voix en Côte d'Ivoire. Mais tu te dis, mais attends, je suis française, qu'est-ce qu'on va foutre en Côte d'Ivoire? C'est pas mon pays. Donc à partir de là, on se pose des questions, tout en ayant d'un côté les faits quotidiens, qu'on pourrait appeler des faits divers. Quartier de Port-Bouët, combien sont morts? Ils ont égorgé tellement de gens dans des maisons voisines, de gens que je connaissais, dont une institutrice qui traversait au mois de mars les balles qui étaient tirées pour aller encore enseigner jusqu'au dernier moment aux enfants, après avoir été à la messe à 6 h du matin. Ces gens-là ne sont pas des monstres, donc il y a déjà un problème. Le journaliste n'a pas le droit d'avoir une opinion. Il a le droit de s'en faire une après, mais il ne peut pas se faire une opinion comme ça. Donc je me dis, il y a un problème. Gbagbo n'a pas l'air d'un illuminé. Et pourquoi on dit David contre Goliath? Je ne connaissais rien à la France-Afrique. J'en étais resté à mon esprit que j'avais cultivé jeune avec Kofi Annan, qui était Kofi Niam, du Togo, mon voisin et prof, qui était la solidarité et la coopération. Et après, j'avais fait autre chose. Au CFA, je ne savais même pas ce que c'était. Si Philippe Raymond n'était pas mort, ce professeur français de Yamoussoukro, qui passe à la télévision pour dire que le franc CFA, c'est une monnaie de singe, je n'avais pas réalisé que c'était l'équivalent d'avoir le franc qu'avait ma grand-mère et que j'ai connu petite, puisque je suis née en 56. Après, on est passé au nouveau franc. Et nous, on est passé à l'euro. Mais pas vous. Comment c'est possible que l'Ivoirien, il est assujetti? Mais qu'est-ce qu'il veut, Gbagbo? Alors, c'était la panique, personne n'avait le temps. Et nous, on n'avait pas le temps de lire. Mais qui est Gbagbo? Quel est son programme? On était dans l'urgence. Donc, je faisais confiance à Jean-Luc Mélenchon, qui, en tout cas, le 11 avril, a pris tout de suite fait cause pour le président Gbagbo. Donc, mais je n'avais pas le temps de creuser son programme à ce moment-là. Là, maintenant, on le fait. Et on le fait avec les Ivoiriens. Et on le fait ensemble avec les communistes, les Ivoiriens, etc. Mais là, tout de suite, c'était humanitaire. Je dis, mais tous ces gens morts, et on voyait quoi à Dwekwe? On voyait l'ONU. On voyait des casques bleus qui ne faisaient rien. Sauf une fois, il y en a un, il en tue un parce qu'il dit, ça fait un peu beaucoup là maintenant. T'en as tué assez comme ça. Mais on n'avait pas plus. C'est dans les 6 mois qui ont suivi que les maillages Facebook et les maillages entre les blogs et tout l'Internet a permis que la vérité sorte, pour ce qui me concerne. Du coup, en faisant mon propre maillage Facebook qui arrive à 4000 ou 3005 personnes, les témoins sachant après que je suis quelqu'un qui aime vraiment,
qui ne supportent pas ce qui est en train d'arriver, humanitairement parlant, et que je suis de gauche, eh bien, ils viennent me parler. Et c'est des petits faits. Puis j'aide, je fais comme je peux. La nuit de ce bombardement terrible du 1er avril, après que le frère du capitaine de la Licorne, qui a créé un Facebook, le capitaine, vienne me parler en disant « Mais madame, je suis étonné. Mon Facebook est tout nouveau. Je pense que c'est quelqu'un de mon secteur. Je vous dis que c'est bourré de militaires dans mon coin. » Il dit « J'ai peur pour mon frère. Il est à Abidjan. Et il est capitaine. » Alors je ne sais pas si c'est l'ordure que je vous décrirai plus tard si vous voulez savoir le 11 avril, le barbouze, ce qu'il a fait à la résidence. Mais ce gars-là, je lui ai dit, non, il y a un complot, il y a quelque chose, c'est pas possible. Les choses n'arrivent pas. On ne peut pas arriver dans une ville quand on est de l'étranger, qu'on ne parle pas la langue, qu'on ne connaît pas les rues, le couteau à la main comme ça, sans qu'il y ait un système qui ait été mis en place. Donc, le premier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon boulot. J'ai commencé par appeler les hôpitaux. J'appelle les hôpitaux, tous les fils sont coupés, ça ne répond pas. Donc, on me dit, Claudine, vite, fais passer ces numéros de téléphone. Je dis, c'est quoi? On me dit, on a mis un call center juste à la frontière au Ghana. Il faut que les patriotes qui ont été blessés, ces gens aux mains nues, ces manifestants, comme on en aurait à Paris, mais qui ne voulaient pas que la France avance avec ses chars, il faut absolument qu'ils téléphonent à ces numéros. Et là, on leur donne dans leur quartier tout de suite le numéro de téléphone d'un médecin patriote, c'est-à-dire du bon côté, qui va venir les soigner à domicile. Et on a aussi créé des petits ateliers de chirurgie cachés. Alors imaginez ma tête. Je dis, ils sont fous. Je téléphone au Ghana. Il existe bien ce call center à ce moment-là. C'est extraordinaire, les Ivoiriens, ils voient une grande rapidité. Ils ont prévu dans cette journée-là que ce serait horrible. Je préviens même ma rédaction, le journal Le Télégramme. À Morlaix, ils me disent, on n'a pas assez de sous, nous on prend l'AFP Bolloré. Enfin, ils n'ont pas dit Bolloré, ça revient au même. Je dis, mais c'est pas possible. Ils ont vraiment raison, les Ivoiriens. On est obligé de se démerder seuls à partir de maintenant. Donc je passe dans tous les groupes, les numéros de téléphone, copier-coller, copier, urgence, urgence. Et dans la réalité, quand je suis allée à Abidjan, j'ai pu vérifier que effectivement, partout, la Croix-Rouge a convoyé, chaque fois qu'on appelait l'hôpital, le 1er avril, mais il y a eu d'autres bombardements, et le 11 avril, au début de la chasse aux sorcières, à chaque fois la Croix-Rouge a convoyé les rebelles, ces mercenaires assassins, analphabètes puants, qui boivent du sang humain, et ça je peux en parler, puisque depuis, un de leurs esclaves m'a parlé. Le reste, je ne regarde pas ce que les autres pensent et disent. Et c'est absolument abominable. Imaginez la Croix-Rouge qui a transporté tout ça. Je me suis demandé comment c'était possible. Je m'excuse de ma théorie, mais je suis allée voir depuis. Adriana Carambeu est la marraine de la Croix-Rouge en France, ou internationale, je ne sais pas. J'aime beaucoup le créateur de la Croix-Rouge, Henri Dunant. Et je me dis, il y a vraiment des gros problèmes. Et je vois quoi? Je crois que c'est début janvier 2011. Elle est allée au gala de Dominique Ouattara, avec Alain Delon comme ça. Qu'est-ce qu'elle est allée foutre au gala de Dominique Ouattara, qui n'avait jamais mis les pieds à Abidjan, qui ne... C'est pas... Qui a pu, à part Adriana Carambeu, faire téléphoner ou influencer la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire pour qu'ils transportent ces rebelles mercenaires? Peut-être en toute bonne foi, ce qui m'étonnerait quand même. Comment ça se fait que le 11 avril au matin, à 7 h du matin, j'ai une personne qui rentre à 7 h du matin dans la résidence le 11 avril. Il y a 7 corps calcinés. Comment ça se fait qu'à 9 h, ils n'y sont plus? Quand il repart vite fait, parce qu'on vient de lui téléphoner, que tous les chars, une soixantaine de chars français arrivent sur la résidence. Donc il se barre au bon moment. Comment c'est possible? Pour l'Afrique, ma terre-mère, Yaeli te parle de son rêve. UPH te parle de son rêve. Tes jeunes croient en tes rêves. L'Afrique de demain doit croire en ses rêves.